Hello tout le monde et bienvenue sur Optimiste à Maison, dans le monde magique de la décoration intérieure, du confort et du bien-être. C'est moi Hélène, toujours présente pour vous guider dans cet univers où chaque mur a une histoire à raconter et chaque pièce a son propre caractère. Comme d'habitude, je suis hyper ravie de vous avoir avec moi pour cette promenade remplie d'astuces et plein d'idées déco et d'agencement. Dans cette émission, on va explorer ensemble tous les recoins de la décoration intérieure. Avant de plonger dans le grand bain de la déco, laissez-moi vous donner un avant-goût de ce qui vous attend dans cette aventure haute en couleurs. Aujourd'hui, nous embarquerons pour des conseils malins pour maximiser l'espace dans les petits appartements. Nous explorerons des stratégies ingénieuses pour tirer le meilleur parti de chaque centimètre carré de votre espace de vie restreint. Nous parlerons mobilier, multifonction, rangement intelligent et de plein d'autres choses. Je vous laisse un peu de surprise. Dans un second chapitre, nous retournerons un peu dans le passé avec des anecdotes sur des pièces emblématiques de la décoration. Je ne vous en dis pas plus non plus, à vous de rester avec nous. Dans le troisième chapitre de notre émission d'aujourd'hui, nous ouvrirons à nouveau la rubrique insolite. Et cette fois, ce sont les tiny house sur lesquelles nous allons mettre le focus. Vous savez, ces toutes petites maisons que l'on peut traîner avec nous en voyage, pas d'ailleurs. Bref, des maisons portables ou pas, mais qui ont tout d'une grandeur. Et pour terminer, nous validerons ou pas, là aussi, le plan d'une nouvelle future maison avec la rubrique plan validé versus plan recalé. Aujourd'hui, c'est Julia et Mathieu qui ont voulu faire valider ou corriger le plan de leur maison qu'on leur a proposé. Alors, promis, je donnerai mon avis en tant qu'agenceur d'espace pour optimiser le confort et la praticité de leur vie à l'intérieur de leur future maison. Voilà ce qui vous attend dans cette émission déco, pleine de surprises, je l'espère. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé, un café, un chocolat chaud, une tisane, préparez-vous à être inspiré et prenez des notes. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, on ne sait jamais, pensez à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie de nos prochaines aventures déco. Et maintenant, on y va, go! Et c'est parti, on commence cette nouvelle émission avec notre rubrique Conseil déco. Comme je vous l'ai dit avant le générique, aujourd'hui, on cherche à gagner de l'espace dans les endroits réduits. Alors sans perdre une seconde, je lance la vidéo. Des stratégies ingénieuses pour tirer le meilleur parti de chaque centimètre carré de votre espace de vie restreint. Et on débute avec le premier conseil et consiste à utiliser des meubles multifonctions. Comme vous le savez, dans un petit appartement, chaque meuble compte, alors optez pour des pièces qui remplissent plusieurs fonctions à la fois. Par exemple, un canapé-lit vous permet de transformer votre salon en une chambre d'amis en un clic, en un clin d'œil. De même, une table basse avec des rangements intégrés offre un espace de stockage supplémentaire sans encombrer la pièce. Tout cela semble évident, mais il n'empêche qu'on ne voit pas toujours ce genre de meubles dans les petits appartements. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner est d'opter pour des solutions de rangement intelligentes. Je m'explique. Le désordre peut rapidement prendre le dessus dans un petit espace. Alors investissez dans des solutions de rangement astucieuses pour maximiser l'espace disponible. Des étagères murales au-dessus des portes aux paniers suspendus dans les placards, chaque recoin peut devenir une opportunité de stockage précieuse. En fait, il faut que vous soyez ingénieux en observant autour de vous. Bien sûr, il vous faut garder de l'espace pour vous déplacer sans encombre, mais regardez bien autour de vous pour chercher où vous pourriez suspendre un panier que vous feriez coulisser par un système de poulies par exemple. Suspendez des paniers ou même des objets tout seul. Vous pourriez également profiter de poutres au plafond pour y fabriquer des rangements invisibles car tout en haut, donc loin du regard. Il n'y a plus qu'à espérer que votre appartement soit haut de plafond. Troisième conseil, jouez avec les illusions d'optique. Utilisez des miroirs pour créer de la profondeur. Les miroirs sont les meilleurs amis des petits espaces. En plaçant stratégiquement des miroirs sur les murs, vous pouvez créer l'illusion que la pièce s'étend au-delà de la limite physique. Alors placez un grand miroir sur un mur opposé à une fenêtre pour refléter la lumière naturelle et ouvrir visuellement l'espace. Bon, c'est pas très feng shui, on est d'accord, mais bon, on peut pas tout avoir, le feng shui et l'espace. Vous pouvez également placer des miroirs sur les portes des armoires ou les tables pour refléter la lumière et créer une sensation d'ouverture. Vous pouvez aussi opter pour des meubles transparents ou légers. Les meubles transparents en acrylique ou en verre peuvent être une excellente option pour les petits appartements car ils ne surchargent pas visuellement l'espace. Les meubles légers en métal ou en bois clair peuvent également créer une sensation de légèreté et d'ouverture, ce qui est idéal pour les petits appartements. Utilisez des lignes verticales pour créer de la hauteur.
Les lignes verticales attirent le regard vers le haut, créant une illusion de hauteur dans la pièce. Alors utilisez des rideaux suspendus du plafond au sol pour créer cette impression de hauteur et donner à la pièce une atmosphère plus spacieuse. Les rayures verticales sur les tapis, sur les rideaux ou sur les revêtements de sol peuvent également aider à allonger visuellement la pièce. Jouez avec les couleurs et les contrastes. Les couleurs claires ont tendance à ouvrir visuellement l'espace, tandis que les couleurs sombres ont tendance à le rétrécir. Utilisez des couleurs claires sur les murs et les meubles pour créer une sensation d'air et d'espace. Vous pouvez également jouer avec des contrastes en utilisant des touches de couleurs vives ou des motifs accrocheurs pour ajouter de l'intérêt visuel sans alourdir l'espace. Le quatrième conseil pour optimiser l'utilisation de l'espace, c'est d'utiliser des étagères murales. Les étagères murales sont un excellent moyen d'exploiter l'espace vertical tout en ajoutant du rangement supplémentaire. Alors installez des étagères au-dessus des portes, des fenêtres ou des meubles pour maximiser l'espace disponible. Vous pouvez également empiler les étagères les unes sur les autres pour créer une bibliothèque ou une unité de rangement pour afficher vos livres, objets décoratifs et autres possessions. Investissez dans des armoires jusqu'au plafond. Un bon conseil, les armoires jusqu'au plafond sont un choix judicieux dans un petit appartement. Parce que le rangement vertical sans empiéter sur l'espace du sol, c'est quand même pas mal. Choisissez des armoires avec des portes coulissantes ou des portes à charnières pour un accès facile et utilisez des étagères supérieures pour ranger les articles saisonniers ou les objets évidemment moins fréquemment utilisés. Utilisez des paniers et des boîtes de rangement. Des paniers et les boîtes de rangement sont d'excellents outils pour organiser efficacement vos affaires et maximiser l'utilisation de l'espace vertical. Placez des paniers sur les étagères pour ranger les accessoires de bureau, les fournitures de cuisine ou les articles de toilette. Et utilisez des boîtes de rangement sous le lit ou sur les étagères pour ranger vêtements hors saison ou les objets encombrants. Ensuite, choisissez des meubles surélevés. Les meubles surélevés comme les tables basses sur pieds, les lits avec espace de rangement en dessous ou les meubles montés sur des pieds fuselés créent une sensation d'espace en laissant l'espace au sol visible. Cela donne l'impression que les meubles flottent, ce qui contribue à créer une atmosphère aérée et moderne dans votre appartement. Évitez donc les meubles massifs, parce que dans un petit appartement, les meubles massifs peuvent facilement alourdir l'espace et le rendre oppressant. Optez plutôt pour des meubles aux lignes épurées et aux proportions équilibrées pour créer une sensation d'espace ouvert et accueillant. Les meubles avec des bras minces, des dossiers bas et des lignes épurées sont particulièrement bien adaptés aux petits espaces. Et voilà nos conseils pour maximiser l'espace dans vos petits appartements. En combinant des meubles multifonctionnels, des solutions de rangement intelligents, des illusions d'optique, l'utilisation de l'espace vertical et des lignes épurées, vous pouvez transformer même le plus petit des espaces en un lieu de vie fonctionnel et accueillant. Alors n'ayez pas peur d'expérimenter et de trouver les solutions créatives adaptées à vos besoins spécifiques. Et voilà pour ce premier chapitre, j'espère vraiment que tous ces conseils vous seront un jour ou l'autre utiles. En attendant que ce jour arrive, je vous invite à me laisser plein de commentaires pour me dire ce que vous en pensez de tous ces conseils. Et pensez aussi à partager. Bon, sans autre transition, on va directement passer à notre prochaine rubrique avec un peu d'histoire. Il s'agit aujourd'hui des anecdotes concernant certains objets phares de la décoration. Allez go! Et je vais vous raconter l'histoire derrière certaines pièces emblématiques de mobilier ou d'éléments décoratifs célèbres, en révélant des anecdotes intéressantes sur leur conception et leur impact culturel. On commence par explorer l'histoire du fauteuil LC2, une icône du design moderne. Ce fauteuil a été conçu dans les années 1920 par le célèbre architecte Le Corbusier, en collaboration avec ses partenaires Pierre Jeanneret et Charlotte Perrien. L'anecdote derrière ce fauteuil réside dans son origine. Il était destiné à meubler les appartements privés de Le Corbusier à Paris. Conçu dans le cadre de son projet d'architecture d'intérieur, ce fauteuil a été pensé pour allier confort et esthétique dans un style résolument moderne. Avec son châssis en acier chromé, ses coussins rembourrés en cuir et ses lignes épurées, le fauteuil LC2 incarne l'essence du design moderne et continue de fasciner les amateurs de design à travers le monde. On passe maintenant à la chaise Barcelona, une œuvre emblématique de l'architecte Ludwig Mies van der Rohe. Cette chaise est née de la collaboration entre Mies van der Rohe et sa partenaire de design, Lili Reich, dans le pavillon allemand de l'exposition universelle de 1929 à Barcelone.
Alors l'anecdote derrière cette chaise réside dans le processus de création minutieux qu'elle a exigé. Miss et Rich ont passé des mois à perfectionner le design et les détails de la chaise pour qu'elle corresponde parfaitement à leur vision de l'architecture moderne. Inspirée par les chaises pliantes romaines, la chaise Barcelona est devenue un symbole intemporel d'élégance et de raffinement, incarnant la fusion parfaite entre forme et fonction. Changeons de registre avec la lampe Arco, une création emblématique des frères Achille et Pierre Giacomo Castiglioni en 1962. L'anecdote dans cette lampe réside dans son inspiration inattendue. Les designers se sont inspirés des lampadaires de rue pour créer une lampe qui puisse apporter de la lumière sans être limitée par une source électrique fixe. La lampe Arco est dotée d'un arc en marbre massif qui permet de diriger la lumière où vous le souhaitez, offrant ainsi une flexibilité et une élégance incomparables, et ceci dans n'importe quel espace. Son design novateur et intemporel en fait une pièce convoitée par les amateurs de design du monde entier. Et vous en pensez quoi? On termine notre exploration avec le canapé Chesterfield, une pièce classique de la décoration intérieure. Ici, l'anecdote de ce canapé remonte au XVIIIe siècle en Angleterre, où il était initialement conçu pour les gentlemen portant des robes volumineuses. Le design distinctif du canapé Chesterfield, avec son dossier profondément capitonné et ses accoudoirs enroulés, offrait un maintien et une stabilité pour les hommes de l'époque. Aujourd'hui, le canapé Chesterfield est devenu un symbole intemporel de sophistication et de confort, apprécié dans les salons du monde entier pour son style classique et son histoire riche. Voilà pour nos petites anecdotes sur les pièces emblématiques de la décoration. Ce fut court, mais je l'espère intéressant. Chacune de ces pièces nous offre un aperçu unique de l'ingéniosité et de la créativité des designers à travers les siècles. Leur histoire fascinante ajoute une profondeur et une signification supplémentaire à ces pièces emblématiques, témoignant de l'impact durable du design sur notre quotidien. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle rubrique Histoire déco pour toujours plus de découvertes. Un petit retour en arrière pour nous remémorer ce qu'est la qualité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tiens, dites-le moi juste en dessous. Je ne crois pas être la seule à penser qu'avec le temps, la qualité a laissé sa place à la productivité au détriment du bon goût. Enfin, on ne pleure pas aujourd'hui et on n'oublie pas qu'il y a des gens qui continuent à travailler correctement avec des valeurs sûres. Alors à la place, on va les encourager et prier pour que le solide et le beau ne tardent pas à reprendre sa place. Allez, fini la nostalgie et on continue notre chemin vers la troisième partie de notre émission, les habitats insolites. Est-ce que ça vous intéresse ? J'espère que oui, tant mieux, parce que c'est notre prochain sujet. Vous allez me demander, oui, mais quel genre cette fois? Il s'agit de tiny house. Vous savez, ces petites maisons. Allez, pas plus de suspense, on lance le sujet. Bienvenue dans la rubrique insolite. Aujourd'hui, l'exploration du concept passionnant des petites maisons qui offrent une vie simple et minimaliste dans un espace compact, un mode de vie alternatif. Mais avant de sauter le pas et d'emménager dans une tiny house, il est important de bien comprendre les avantages et les inconvénients de ce mode de vie unique. Alors attachez vos ceintures car nous allons plonger dans les pour et les contre de la vie en tiny house. Et on débute avec les avantages. D'abord, le coût est abordable. Les tiny house sont souvent beaucoup moins chers que les maisons traditionnelles, ce qui en fait une option abordable pour de nombreux propriétaires. Deuxièmement, la simplification de la vie. Vivre dans une tiny house encourage un mode de vie minimaliste et simplifié, en vous aidant à vous débarrasser de l'encombrement et à vous concentrer sur l'essentiel. Le troisième point concerne évidemment la mobilité. Les tiny houses sont souvent construites sur des remorques, ce qui les rend facilement transportables et vous permettent de changer de lieu de vie selon vos envies. Ensuite, la question de la durabilité. Ces petites maisons sont souvent construites avec des matériaux durables et respectueux de l'environnement, ce qui les rend écologiques et durables. Le cinquième point concerne la liberté financière. En effet, en réduisant les coûts du logement et de vos possessions, vivre dans une tiny house peut vous offrir une plus grande liberté financière et la possibilité de poursuivre vos passions. Et maintenant, on passe au côté sombre, aux inconvénients. Le principal inconvénient des tiny house est l'espace restreint, ce qui peut rendre la vie quotidienne inconfortable pour certaines personnes. Le deuxième point, c'est l'adaptation du mode de vie. Vivre dans une tiny house nécessite une adaptation du mode de vie, notamment en ce qui concerne le stockage, l'organisation et le partage de l'espace. Le troisième inconvénient, c'est la réglementation, ou les réglementations. En effet, dans de nombreuses régions, les tiny houses sont soumises à des réglementations strictes en matière de construction et de zonage, ce qui peut limiter leur emplacement.
Un quatrième point, un quatrième inconvénient, c'est le confort. Parce que certaines personnes peuvent trouver le manque d'espace et les installations limitées dans les tiny house à long terme. Un cinquième point, c'est la déconnexion. Vivre dans une tiny house peut parfois signifier une déconnexion des services publics, des commodités modernes, ce qui peut être un ajustement pour certaines personnes. Donc si on résume, habiter dans une tiny house offre des avantages considérables en termes de coûts, c'est abordable, en termes de simplification de la vie et de durabilité. Malgré tout, il est important de prendre en compte quand même les défis liés à l'espace restreint, à l'adaptation du mode de vie aux réglementations locales. Donc avant de vous lancer dans l'aventure des tiny house, assurez-vous de peser soigneusement le pour et le contre et de vous préparer un mode de vie différent mais enrichissant. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de partager avec tous ceux qui envisagent de vivre dans une tiny house, mais pas que, avec tous ceux qui aiment la déco et l'agencement. Eh ben, je ne sais pas si ça vous a inspiré, mais je trouve ces petites maisons vraiment géniales. Pourquoi ? Parce que dans ces tiny house, il faut vraiment faire preuve de génie, ou tout au moins de bon sens pour savoir comment agencer ce petit espace pour que cette petite maison ait toute une grande. C'est-à-dire pour qu'on puisse y placer tout le nécessaire et peut-être même un peu plus. Si vous aussi vivez dans une tiny house, j'adorerais recevoir vos photos. Alors pour ça, je vous mets dans la barre d'infos l'adresse mail à laquelle vous pouvez les envoyer. N'hésitez pas. Sur ce pas d'escale, on continue le parcours déco et maintenant on se penche sur les plans de la future maison de Julia et Mathieu dans la rubrique plan validé, plan recalé. Dans cette séquence, je vous partagerai mon avis sur le plan de maison. Parfois, rien n'est à redire, d'autres, des petites choses sont à revoir. Parce que oui, ne nous voilons pas la face, ce n'est aucunement une critique des constructeurs de ma part. Mais il est indéniable que ces plans ne sont pas personnalisés. C'est pourquoi le coût est moindre. Alors mon rôle ici est d'optimiser, d'améliorer le plan initial pour donner plus de valeur et surtout augmenter la qualité de la circulation. Faire en sorte aussi de gagner de l'espace. Bref, tout ça, tout ça. Alors c'est parti, direction chez Mathieu et Julia. Et nous voilà chez Julia et Mathieu. Enfin pas tout à fait, la maison n'est pas encore construite. Le but de cette rubrique est, vous l'avez compris, de faire en sorte qu'elle sorte de terre le plus vite possible et surtout de la meilleure façon qu'il soit. À leur goût, ça va sans dire, mais surtout avoir une maison dans laquelle Julia et Mathieu vont se sentir parfaitement bien tout au long de leurs nombreuses années dans cette maison. Et pour cela, il va nous falloir de la cohérence, de la praticité et du bon sens. Et du bon goût. Mais attention, mes chers abonnés, dans cette rubrique, on ne parlera pas spécifiquement de déco, mais avant tout de structure, de circulation et d'agencement. Donc non, on ne verra pas un joli canapé, une belle tapisserie, mais une cuisine où il est logique qu'elle soit, des escaliers placés de façon stratégique et surtout un gain d'espace. Allez, on se lance, je vous décris tout ça maintenant. Alors, chez Julia et Mathieu, le plan ressemble à ça. Je vous laisse un peu de temps pour vous imprégner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous. Si vous avez déjà des idées ou des suggestions, plan validé ou décalé. Alors je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. La première chose qui me choque, c'est le premier étage. Ouverture sur la cuisine. Quoi? Ouvrir sur le rez-de-chaussée, pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Mais sur la cuisine? Non mais pourquoi? Pourquoi avoir toutes les odeurs dans les chambres? Honnêtement, je me demande comment cette idée a été mise sur plan. Bon, c'est pas bien grave, on va juste tout basculer de l'autre côté de l'escalier si Julia et Mathieu tiennent vraiment à leur ouverture sur le rez-de-chaussée. Je tiens juste à souligner que lorsque l'on a une ouverture comme celle-ci, on ne fait pas d'économie. Car pour chauffer cette partie du rez-de-chaussée, il faut tourner le thermostat vers le haut. Mais à part ça, c'est en effet très agréable d'avoir une grande hauteur sous plafond. Alors soit, on garde cette ouverture. Je vais alors faire une suggestion de sol en verre. De cette façon, on garde la chaleur, mais on ouvre visuellement. Comme ça, on coche toutes les cases, non? Allez, on continue. L'escalier. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi le positionner de cette manière? Placé dans ce sens, on y monte par la cuisine. Bof. Je propose de faire de cet escalier une façon de séparer le salon de la salle à manger. Donc de le positionner perpendiculairement, comme ça l'origine de l'escalier se trouve dans un endroit neutre. À part ça, il y a quelque chose qui m'embête vraiment. Bon, d'abord, comme vous le voyez, nous avons le garage d'un côté et à côté le cellier. Logique. Collé à la cuisine, c'est très bien. De manière logique, la salle à manger va se trouver à côté de la cuisine et de ce fait le salon sur le côté. Très bien. Mais ce qui m'embête, c'est que dans ce plan, pour conserver la logique d'agencement
de la cuisine, salle à manger, salon. Vu que l'entrée a une place logique également, à côté du garage, on entre donc dans la salle à manger. Quand vous avez des invités, on les fait asseoir dans le salon. Ici, il va falloir traverser la partie cuisine, salle à manger. Ce n'est pas dramatique, mais c'est quand même dommage. Mais à moins de changer le plan entièrement, il va falloir s'en contenter. Parce qu'au-delà, une correction plus approfondie va coûter plus cher à Julia et Mathieu. Alors ce sont les seules modifications que je leur proposerai. Voilà pour ce plan. Je le recale a priori, mais avec quelques transformations, il passe dans le dossier validé. On s'arrête ici pour cette maison. J'espère que vous aurez attrapé quelques idées, quelques notions intéressantes pour chez vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, juste en dessous. Une séquence très intéressante, une restructuration légère mais nécessaire. Julia et Mathieu, j'attends votre avis dans la boîte mail de l'émission. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, faites-le moi savoir. On travaillera ensemble de façon plus précise. En tout cas, merci de votre confiance. Et voilà, mes précieux abonnés, c'est déjà la fin de cette émission déco sur Optimise ta maison. J'espère que chaque instant passé ensemble vous a apporté autant de joie et d'inspiration qu'à moi, et que vous retournez à vos activités avec des idées lumineuses pour embellir votre intérieur. Avant de se retrouver la prochaine fois, je vous invite chaleureusement à appuyer sur le petit pouce en l'air, s'il vous plaît, ça aide beaucoup la chaîne. Merci à vous. Chez Optimise ta maison, la déco intérieure est une passion que je partage avec vous et j'ai hâte de continuer cette belle aventure avec vous. Je tiens également à vous remercier pour votre présence assidue, vos encouragements dans ma boîte mail, que vous trouverez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la barre d'infos, et aussi pour vos précieux retours. C'est grâce à vous que cette émission prend vie et que nous pouvons continuer à explorer ensemble les merveilles de la décoration intérieure. En attendant de nous retrouver pour de nouvelles découvertes et de nouveaux défis déco, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.